Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'actualité. J'ai hésité entre le fait que Thierry Breton ce soir casait la Bank of America et le sujet du jour sur la pandémie. Donc on va parler un peu de Banque of America quand même, et de la pandémie, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. J'ai hésité parce que je me suis dit, bon, imaginez, on a le Thierry Breton qui a failli être ministre ici en France, à deux être ministre sous le gouvernement Bayrou, qui est parti de l'Union européenne, qui veut censurer tout ce qui est possible de censurer. Il se retrouve au conseil d'administration de la Bank of America, 3 jours par an, 3 jours par an de travail, plusieurs centaines de milliers de dollars en salaire. C'est magnifique. On peut dire que euh, Monsieur Thierry Breton, membre de l'État profond, a vraiment, il en est content. Il est très content de l'État profond. Ça, on peut le dire. Mais bon, c'est une péripétie, vous le savez bien. Tous ces gens de l'État, de l'Union européenne, du système, tous ces gens que l'on voit à la télé, ils ne sont pas à la télé par hasard. C'est parce que, on le sait tous, ils combattent en faveur d'intérêts, euh, on va dire, beaucoup plus hauts qu'on ne le pense. Bon, Thierry Breton, qui est devenu d'ailleurs sénégalais, cachetonne à la Bank of America. Bon, il va sûrement donner quelques secrets de l'Union européenne à la Bank of America, mais bon, d'un autre côté, les Américains ont tellement infesté l'Union européenne que les secrets, ils les connaissent déjà. Bon, c'est un épiphénomène, très sincèrement. Là, donc je vais passer au deuxième sujet, lui qui est beaucoup plus important. J'ai entendu une déclaration de monsieur Yannick Noder. Je le regarde, je regarde son nom, je le lis parce que c'est le ministre de la Santé et Yannick Noder, je crois que personne ne le connaît, pas même sa mère, hein. Je vous le dis très sincèrement. Yannick Noder, voilà, j'ai tombé sur un article hier de ce gentil monsieur. Eh bien, il nous fait peur, il nous explique qu'une pandémie arrive et cette pandémie, c'est celle de la grippe. Et puis, vous savez, la grippe, c'est tous les ans depuis les Australopithèques en hiver, on le sait. Mais là, cette fois-ci, en 2025, visiblement, la pandémie de la grippe, c'est pire que tout. Ce sera le grand chaos. Et d'ailleurs, je, vous- je me remémore le début de la communication de, de la crise sanitaire de 2020 et je me rappelle que dès le 5 janvier 2020, on avait parlé de la maladie de Wuhan, des labos P4 de Wuhan. Et là, donc, du coup, et le 5 janvier de cette année, on a aussi parlé d'une pandémie de grippe et ça continue. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que le système se dit, bon, la pandémie, on a réussi à la faire fonctionner en 2020, on a réussi à contrôler les gens, on va peut-être la refaire. Et donc là, dès cette année, Yannick Noder, nous explique, ministre de la Santé, voilà, je représente à chaque fois parce que bon, personne ne connaît Yannick Noder, moi-même, je connaissais son nom seulement hier. Voilà, je ne savais pas comment ce monsieur s'appelait. Voilà. Et donc, monsieur Yannick Noder fait une conférence de presse et nous explique que la pandémie cette année de grippe est beaucoup plus dure, mais il utilise même le terme de dramatique. Elle est beaucoup plus dramatique que les pandémies habituelles de grippe. Bon, euh, c'est quand même bizarre, quoi. Pourquoi est-ce que cette année, la fameuse pandémie de grippe est-elle plus dure que l'année précédente? Pourquoi est-ce que dès le 5 janvier 2025, comme il y a 5 ans, le 5 janvier 2020, on utilise la même, je dis bien, communication sur
cette fameuse pandémie. Et d'ailleurs, il allait beaucoup plus loin que ça dans sa conférence de presse. D'abord, il a dit, voilà, elle était très dure. Et deuxième chose, ce qu'il dit notre Yannick Noder, il explique que l'injection obligatoire, là je le cite, n'est pas une question taboue. L'injection obligatoire pour les soignants, évidemment, n'est pas une question taboue. Et il utilise des exemples, une situation dramatique dans les urgences. Les urgences sont infestées comme du temps, soi-disant, de la pandémie Wuhan. Et donc, Monsieur Yannick Noder utilise la même communication pour la grippe que Madame Buzyn utilisait à l'époque en 2020 pour la pandémie, pour la crise sanitaire. C'est bizarre ça quand même. Pourquoi parle-t-il des injections? Est-ce qu'on va encore obliger le soignant à s'injecter de produits peut-être qu'ils ne connaissent pas? Et d'ailleurs, tiens, c'est drôle parce que cette semaine, je devais avoir un invité qui m'a décommandé à la dernière minute. Il m'a dit, ce que je ne savais pas, il avait fait une injection contre la grippe et il a attrapé la grippe. C'est vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est extraordinaire ce pays. Mais revenons au sérieux. La loi du 5 août 2021, la loi du 5 août 2021 qui imposait les mesures sanitaires, qui imposait l'injection obligatoire, qui imposait le pass sanitaire et après le pass vaccinal, n'a pas été abrogée. Cette loi n'a pas été abrogée. Cette loi a seulement été suspendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2-3 coups de cuillère à peau, cette loi peut revenir sur le devant de la table. Je me rappelle d'ailleurs à cette époque que la France insoumise avait, le PS, les Verts, etc., avaient voté favorablement avec les macronistes en faveur de la loi du 5 août 2021. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne serai jamais favorable à ces gens parce qu'ils ont été les complices du système contre leur propre peuple. Et moi, je vais vous dire ce que j'en conclus. Ce que j'en conclus, c'est que M. Yannick Noder, ministre de la Santé, il teste dans sa communication afin de savoir si on peut réimposer une deuxième crise sanitaire. Pourquoi une deuxième crise sanitaire? On a un gouvernement minoritaire, les gens ne sont pas contents, les peut-être que l'État a peur de certaines réactions populaires, ce n'est pas impossible qu'il y en ait, même si, bon, je crois, il faut dire les choses de moins en moins. Et rappelez-vous, la crise sanitaire de 2020 avait permis de stopper les grandes manifestations Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui, tous les samedis, euh, faisaient des Champs-Élysées un champ de bataille, et que je suivais évidemment, eh bien, ont été arrêtés, même tués dans l'œuf par la crise sanitaire. Est-ce que l'État d'aujourd'hui va vouloir faire la crise sanitaire 2, comme Rambo 2, Rocky 2, etc. La crise sanitaire 2. C'est pas impossible. Ça avait à l'époque excessivement bien marché. Rappelez-vous, les gens disciplinés s'enfermaient chez eux, regardaient la télé, Netflix, etc. Euh, les gens se faisaient des auto-attestations afin de sortir. Les gens étaient excessivement bien disciplinés. Et je le dis devant vous, cette crise sanitaire avait essentiellement pour but d'expérience d'ingénierie sociale sur les populations, de savoir si les gens se rebelleront ou si les gens se soumettront. Et les États ont vu que les gens soumettraient si demain on fait
une communication excessivement importante sur la crise sanitaire. On a vu aussi que on est passé de l'applaudissement des soignants à la suspension des soignants et ça n'a évidemment choqué personne. Les gens n'ont pas été choqués et tous ces gens qui ont mis en place ces mesures ont été absous par la Cour de justice de la République. Voilà, ils ont été absous. La Cour de justice a dit oui, mais bon, ce qu'ils ont fait, c'était pour le bien des gens, donc pas de problème. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu, ils ont réussi là. Ils ont réussi à maintenir cette pandémie où il fallait, soi-disant. Bref. En tout cas, ils se sont tous serrés les coudes. Vous savez très bien que les gens du système se serrent les coudes et c'est ce qu'ils ont fait, euh, voilà, dernièrement. Donc ils se disent, voilà, je vais vous apprendre que la dette entre juin et aujourd'hui a encore augmenté de 200 milliards. La dette a augmenté de 200 milliards. Ça veut dire que on a 3400 milliards. Monsieur Macron a eu la France avec 2000 milliards de dettes. 7 ans après, c'est 1400 milliards de dettes de plus. 3400 milliards, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, la dette peut être provoquée, c'est vrai. Elle peut être provoquée pour imposer le Great Reset, l'euro numérique, etc. C'est possible aussi. Ou peut-être qu'elle n'est pas provoquée. Peut-être que bon, bah, on a aussi des incompétents. Enfin, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas. Je n'ai pas la réponse. Je suis d'accord avec les deux versions. Hein. Donc, je n'ai pas totalement la réponse. Et on n'a pas toujours la réponse à tout. Hein. Bref. Euh, et peut-être que M. Bayrou, dans son budget, va imposer 100 ou 150 milliards d'euros d'impôts. Euh, J'imagine que certaines réformes, pour que la gauche puisse la voter, vont être sucrées. Et donc, des choses. Et donc, à partir de septembre 2025, vous verrez vos avis d'imposition avec 1000 ou 2000 euros de plus à payer et tout ça, ce n'est pas impossible. Donc du coup, comment faire que les gens se taisent? Comment faire pour que le Kidam n'ait pas une envie de rébellion, que les agriculteurs restent chez eux, qu'en fait toute la population française soit à nouveau soumise et anesthésiée? Eh ben, on ressort la fameuse crise sanitaire et là, c'est la grippe. Hein. Forcément, la grippe de cette année doit être beaucoup plus importante, beaucoup plus dure que la grippe depuis qu'on a découvert Lucie, voilà, l'Australopithèque Lucie. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que nous sommes là dans un test, en fait? Est-ce que Monsieur Yannick Noder teste l'opinion publique en disant attention, la situation est dramatique dans les urgences, on n'a jamais eu des urgences aussi pleines, hormis dans la crise sanitaire. Est-ce qu'il teste de savoir sur l'injection? Parce que voilà, il a bien dit que l'injection obligatoire des soignants n'est plus un tabou. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si les soignants qui ne s'étaient pas injectés ont été suspendus et ont pu revenir, euh, ils seront à nouveau suspendus. On sait qu'il y a eu très peu de solidarité envers ces soignants. Donc là, pour le coup, si ça se remet en place, pourquoi pas, quoi. Mais moi, je vais vous dire, euh, j'ai vraiment l'impression que vient actuellement la deuxième partie de la crise sanitaire. Je veux dire, pourquoi est-ce que la grippe cette année serait plus importante que depuis, je ne sais pas moi, que depuis Charlemagne? Enfin, je comprends pas. Il y a toujours eu la grippe. Il y a, voilà, c'est bon, voilà, c'est comme ça. On est en hiver. D'ailleurs, cet hiver,
bizarrement, il est plus froid que d'habitude et bizarrement, alors qu'il est plus froid que d'habitude, nos amis écolos ne nous parlent pas de réchauffement climatique. Ouais, c'est bizarre ça. Tu vois, là, il fait 1, aujourd'hui à Paris, il fait 1, je crois. Là, je suis sorti très tôt le matin pour la radio Courtoisie. Bon, bah, j'avais excessivement froid. Eh ben, là, je n'entends pas les écolos nous dire: «Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait à nouveau froid en hiver, peut-être que, le dérèglement climatique n'est pas ce que l'on pensait», hein. Bon, je les entends pas évidemment et d'ailleurs, lorsque vous expliquez dans les réseaux qu'il fait froid, on va vous répondre: «Non mais attendez, ne surtout, ne confondez pas le climat et la météo. Mais si demain, il fait 15, alors évidemment, Sandrine Rousseau, ouvrira sa bouche et dira: «Oui, vous avez vu le réchauffement climatique, il fait 15». Bon, pour eux, il y a pas de, climat et météo ne se confondent évidemment pas. Bref, moi je vous le dis, il y a comme une volonté de remettre en place, heu, cette pandémie et la crise sanitaire version 2. Vous savez, c'est pas pour rien si la loi du 5 août, 2021 n'a pas été abrogée. Parce que voilà, on a eu cette loi du 5 août 2021. Mesures sanitaires, pass, masques et tout ce que vous voulez, suspension et cetera. Très bien. La crise sanitaire est finie. Donc les mesures sanitaires doivent s'arrêter, oui ou non? Doivent s'arrêter, donc on doit abroger la loi parce que, pourquoi, maintenir, une loi, alors que, n'existe plus, de crise sanitaire? Non, ils n'ont pas fait. Ils l'ont suspendu parce que j'imagine que quand même malgré tout, lorsque vous perdez, 15 000 officiellement, je dis bien officiellement, soignants et tous ces autres soignants, qui, n'ont pas été suspendus, mais ont quitté, le métier avant que suspension arrive, j'imagine que, les ravoir chez soi, c'était, quand même nécessaire. Mais là, Yannick Noder parle de, pourtant personne ne lui a demandé, hein, mais Yannick Noder parle de l'injection obligatoire des soignants n'est plus un tabou. Pourquoi remet-il, cette question sur la table? C'est fou quand même. Pourquoi, jamais les soignants ne devaient, contre la grippe, s'injecter des produits? Pourquoi le ferait-il dès cette année? Pourquoi, le ministre de la santé met ce sujet en avant? Il teste. Il teste l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique est prête à, revivre la crise sanitaire? Ou peut la crise sanitaire, peut-être pas comme en 2020, mais peut-être d'une manière différente? Moi, je vais vous dire, souvent on me dit: «Non mais ça repassera pas, les, si demain on remet en place les, enfermements, les injections et cetera, les gens, ils ont compris qu'ils se sont fait duper, donc ça ne passera pas». Ben, moi, je vais vous dire, je n'ai pas cet optimisme. Je n'ai pas cet optimisme. J'avais, à l'époque de la crise sanitaire, un bureau au Stade de France. Stade de France était vaccinodrome et je peux vous dire que pendant 6 mois et moi j'étais au premier étage, eux ils étaient au rez-de-chaussée. Pendant 6 mois, j'ai vu les queues de plusieurs centaines de mètres de gens avec leurs bras en avant et heureux d'avoir leur passe sanitaire. Évidemment, si vous dites aux gens: «Bon, on va mettre ça de manière, light et tout», mais ça se passe pas comme ça. Vous savez très bien, tiens, c'est comme pour l'Algérie. On fait actuellement un procès à l'Algérie et tous les médias, pendant 2 semaines, 3 semaines, heu, disent du mal de l'Algérie. Bon, à tort ou à raison, ça après c'est aux autres d'en débattre. Et ben, on le voit après 3 semaines de bourrage de crâne médiatique, les gens ont changé leur paradigme sur ce pays. C'est évidemment pareil concernant la crise sanitaire. Déjà, première chose, la masse de la population, a pris cet événement et se l'est mis derrière comme une forme de déni, comme une forme de protection, comme s'ils n'avaient pas vécu, ce moment. Donc si on leur reparle de nouvelle pandémie, ce sera comme une forme de nouveauté.
Puis sachez-le, contrairement à ce qu'on pense, les grands médias, TF1, France Télé, la 6, RTL, France Inter, France Culture, Radio France, enfin tout ça là, qui représente à peu près 40 millions de spectateurs, d'auditeurs, téléspectateurs et auditeurs. C'est-à-dire 40 millions, c'est grosso modo les gens, le nombre de gens qui, à chaque élection, sont là avec leur bulletin de vote pour voter un parti du système. Eh bien, 40 millions, ces 40 millions de gens seront influencés et sont influencés et influençables. Si pendant 3 semaines, on montre les urgences et il y a Monsieur Bidule qui est mort ou je sais pas quoi, ou le gars, vous montrez un type avec des tuyaux dans le nez. D'ailleurs, tiens, c'est drôle, mais l'acteur macroniste qui avait des tuyaux dans le nez et qui expliquait qu'il ne s'était pas injecté, qu'en fait il regrette l'injection et dont on a su plus tard qu'il était membre du parti d'Emmanuel Macron et décédé, je crois, l'année dernière. Paix à son âme. Il ne pourra pas refaire une deuxième fois cette comédie. Et voilà, si pendant 3 semaines, 1 mois, les TF1, les France 2, et en parlent, moi, vous savez, j'ai vu pendant la crise sanitaire des baby-boomers de 70, 75 ans qui traversaient les rues parce qu'ils voyaient des enfants. Ils disaient: «Non, les enfants sont contagieux, je préfère traverser la rue». J'imagine en plus qu'ils étaient grands-parents. C'était quand même bizarre. Ça veut dire que, vous savez, quand ce qui a trait à la santé par les médias du système, eh bien, les gens cogitent différemment et visiblement le système l'a compris. Il l'a compris. Parce que malheureusement, et ça c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va vous dire, ah, dans les sondages, on ne croit pas à la parole des journalistes, mais dès que vous sortirez une information pas validée par le système, eh bien, un des nôtres vous enverra un message ou un mail en disant: non mais attends, Le Monde, il a écrit le contraire de ce que tu viens de dire, donc ça veut dire que c'est faux. Et ça m'arrive tous les jours. Voilà. Et donc, malgré qu'on n'ait pas confiance dans les journalistes du système, eh bien, les marques que sont TF1, France 2, France 3, RTL, France Radio, enfin France Inter, etc., sont tellement puissantes, tellement fortes, tellement ancrées que, in fine, les gens les croient. Et moi, je vais vous dire, souvent, je définis l'État profond, d'abord américain, comme étant les grandes familles, les grands milliardaires et Hollywood. Eh bien, le différentiel de l'État profond français, c'est les grandes familles et les milliardaires, évidemment, mais n'ayant pas de stars, ni de la chanson, ni de cinéma, en tout cas pas moins de 65 ans minimum, parce que personne parmi le grand public ne connaît les nouvelles soi-disant stars de la chanson française ou du cinéma français. En tout cas, moi personnellement, je ne connais pas, je ne sais pas comment ceux de moins de 30 ans s'appellent, je vous dis très sincèrement, et je pense que le grand public ne le sait pas non plus. Eh bien, comme nous, on n'a pas un Hollywood et des chanteurs aussi puissants, on a à la place des grands médias, quoi. Voilà. Les grands médias sont les porte-paroles, les grands médias français sont les porte-paroles de l'État profond, qui sont voilà, les milliardaires et les grandes familles. Et j'y rajouterais aussi une petite chose pour la France par rapport à l'Amérique, l'administration, la haute administration, celle qui travaille dans les grands ministères, à Bercy, etc., etc. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.